Bonsoir à tous et bienvenue. Nous sommes le mardi 23 février et dans l'actualité ce soir, il y a d'abord 2 mineurs morts lors de différentes rixes entre bandes dans l'Essonne. Un jeune garçon de 13 ans a été tué aujourd'hui et hier, c'est une adolescente de 14 ans qui avait succombé à un coup de couteau. Les vaccins, ils arrivent dans les pharmacies pour être ensuite injectés par les médecins généralistes. Vous verrez comment la répartition s'opère, des produits dont l'efficacité est confirmée par 2 nouvelles études en Écosse et en Israël. L'hiver est-il déjà fini? Avec un mois d'avance, on peut le penser quand on voit les températures, surtout que ça va continuer. Ce phénomène est-il aussi exceptionnel que cela? Nous sommes remontés quelques années en arrière. Au sommaire également, les séances de botox ou de lifting qui explosent à la faveur du Covid. Derrière le masque, l'intervention passe presque inaperçue. Et puis, vous vivrez une expérience unique en pleine nature, la traversée du Vercors en chien de traîneau, comme un voyage en Laponie, mais ici en France. 2 adolescents sont donc morts à 24 heures environ d'intervalle lors de 2 affrontements distincts entre bandes dans l'Essonne. Le premier drame s'est déroulé hier. Une adolescente de 14 ans tuée d'un coup de couteau à Saint-Chéron, une ville pourtant réputée tranquille et qui est ce soir en état de choc, comme nous le montrent Annie Bazard, David de Harojo et Julien Clouzot. Il est environ 15h30 hier, lorsqu'une dispute éclate à ce croisement de rue dans cette commune de 5000 habitants du sud de l'Essonne, d'ordinaire réputée calme. La rixe oppose des jeunes de la ville âgés de 13 à 16 ans à d'autres venus de la commune voisine de Dourdan. D'après les témoignages, une collégienne de 14 ans tente alors de s'interposer, mais elle reçoit un coup de couteau dans le ventre, non loin de ce collège où elle avait été scolarisée. Les secours la transportent à l'hôpital, mais la jeune fille décède quelques heures plus tard. Les premières auditions permettaient de retrouver l'arme du crime. Il s'agissait d'un opinel. L'un des mineurs admettait son implication dans le coup mortel porté à la victime. Ici, tout le monde ou presque connaissait la victime, Lilibel Galazzo, dernière d'une fratrie de 4 enfants. Sur les réseaux sociaux, la famille reçoit des messages de condoléances, mais par crainte d'attiser les tensions, rares sont ceux et celles, comme cette voisine, qui acceptent de parler. Elle avait la joie de vivre, quoi. C'était une enfant. C'était une enfant de 14 ans qui aimait être avec ses amis, qui aimait sortir. Je pense comme tous les jeunes de cet âge-là. Hein. C'est une petite de chez nous. Et c'est une fille très bien, donc c'est malheureux ce qui est arrivé. Ici, toutes les familles sont soudées, c'est ça le truc. Un peu, ça fait mal, quoi. À Saint-Chéron, Dourdan et toutes les communes proches, les patrouilles de gendarmerie ont été renforcées. Une vigilance et une surveillance accrue mises en place par les autorités pour éviter toute nouvelle rixe entre bandes rivales. Une enquête pour meurtre sur mineur de 15 ans et violence en réunion et avec préméditation a été ouverte. 3 mineurs ont été interpellés, 3 autres, dont l'auteur présumé connu pour 2 autres infractions sans violence, se sont rendus à la police dès hier soir. Et l'autre bagarre s'est déroulée aujourd'hui à une quarantaine de kilomètres de là. Cette fois, c'est un jeune garçon de 13 ans qui est mort, lui aussi poignardé. David de Harojo, vous êtes sur place, précisément à Boussy-Saint-Antoine. Est-ce que vous avez des précisions, David, sur ce qui s'est passé ? Eh bien, les informations nous parviennent petit à petit au compte-gouttes, Julien, vous vous en doutez, puisque l'enquête vient tout juste de démarrer. Vous apercevez peut-être, d'ailleurs, derrière moi, quelques véhicules de police qui viennent de se positionner ce soir pour sécuriser la zone, c'est-à-dire cette piscine municipale de Boussy-Saint-Georges où nous nous trouvons actuellement. C'est là que les faits se seraient déroulés aux alentours de 17h entre 2 bandes rivales. Une soixantaine de jeunes étaient impliqués, une soixantaine de jeunes munis de couteaux, de barres de fer, de béquilles également. Une soixantaine de jeunes prêts à en découdre. Et vous l'avez dit, un adolescent de 13 ans est mort. Il a succombé à ses blessures. Selon nos informations, un autre adolescent est toujours hospitalisé dans un état grave. Et selon les premiers éléments de l'enquête qui nous parviennent au compte-gouttes, il s'agirait effectivement de 2 bandes issues de 2 quartiers, non pas d'ici de Boussy-Saint-Antoine, mais de communes alentours, de communes toutes proches. La police donc est toujours sur place ce soir pour sécuriser les lieux et éviter de nouveaux débordements. Merci beaucoup David, et on apprend que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, doit se rendre ce soir à Dourdan dans l'Essonne pour évoquer justement bien sûr ce phénomène des affrontements entre bandes qui tentent à se multiplier en France. Il y en a eu, selon le ministère de l'Intérieur, près de 350 l'an dernier, une hausse de 24% malgré les confinements. Comment l'expliquer ? Il y a la drogue bien sûr, mais aussi les réseaux sociaux avec des bagarres qui sont de plus en plus souvent filmées, un phénomène que nous montrent Georges Brenier et Élodie Dubosc.
Pour les autorités, lutter contre les affrontements entre bandes rivales est devenu une nouvelle priorité. L'enjeu est considéré comme crucial car leur violence est souvent totalement désinhibée. Comme ici à Paris, en plein jour, au milieu d'enfants. Dans le parc. Non mais sérieusement quoi. Où des jeunes se tirent dessus avec des mortiers d'artifice sans aucun scrupule. La plupart du temps, ces bandes s'enferment dans une guerre de territoire aussi ancienne que futile. Il n'est pas question de drogue, non. Le mobile avancé pour une agression est souvent dérisoire et gratuit. Un mauvais regard, une amourette dans un quartier ennemi ou encore une moquerie sur les réseaux sociaux. En fait, il y a un héritage de génération en génération dans certains quartiers. On n'aime pas le quartier voisin. Pourquoi ? Parce que tout ce qui nous fait peur aujourd'hui en tant que policiers de terrain, c'est que le phénomène de bande est totalement démocratisé et on se rend bien compte ces derniers temps qu'il y a une violence qui est complètement décuplée de la part des très jeunes individus. Le phénomène n'est pas nouveau, mais il ne faiblit pas une seconde. On compte actuellement 74 bandes dans l'Hexagone, un chiffre plutôt stable. L'immense majorité se trouve en région parisienne. Les suspects sont quasi systématiquement des garçons, moyenne d'âge 17 ans. L'an dernier, ces affrontements ont fait au total 3 morts et plus de 200 blessés, des victimes souvent frappées à main nue ou avec des barres de fer. Aujourd'hui, nombre d'élus réclament des renforts pour mieux prévenir ce phénomène des bandes et demandent à la justice, elle, de faire preuve de plus de fermeté. Et voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur ces deux drames. En bref, Gérard Depardieu, mis en examen pour viol et agression sexuelle, une affaire qui remonte à 2018. Une jeune comédienne avait porté plainte à l'époque. L'enquête, dans un premier temps, avait été classée par le parquet de Paris, mais elle a été ensuite confiée à un juge d'instruction, des faits que conteste fermement l'acteur. Après Nice, y aura-t-il des mesures de confinement local à Dunkerque ? On en est là-bas à plus de 900 cas pour 100 000 habitants, soit pratiquement 5 fois plus que la moyenne nationale. Le ministre de la Santé sera sur place demain pour une concertation avec les élus. Esther Lefebvre, Emmanuel Copeau et Stéphane de Perroy les ont rencontrés. Bonjour madame. Bon, comment ça va pour respirer ? Dans chaque chambre, la patience de ce médecin reste intacte. Pourtant, les apparences sont trompeuses. On atteint nos saturations, tant au niveau logistique du nombre de lits d'hospitalisation, tant au niveau physique et psychologique de la part de tout le monde, des soignants, surtout des médecins aussi. Ça, c'était une évidence. C'est un cri d'alarme général. Dans cette clinique à quelques kilomètres de Dunkerque, l'unité Covid a rouvert il y a 3 semaines. On a 22 lits et ils sont tous pleins, oui. Les hôpitaux voisins sont logés à la même enseigne, submergés par le très contagieux variant anglais. Il représente 90% des cas Covid. On est vraiment aux portes de l'Angleterre, donc on s'attendait à ce que ce variant arrive sur le territoire. Et nous, on est sur la route de passage entre les entreprises qui gèrent un fret vers l'Angleterre, aller-retour. Donc c'était inévitable. La région affronte aujourd'hui la plus forte flambée épidémique de France. Plus de 900 cas Covid pour 100 000 habitants. Faut-il confiner ou non ? Sur place demain à Dunkerque, le ministre de la Santé devrait trancher. Mais les élus locaux plaident pour une immense campagne de prévention pour limiter encore les rassemblements. Nous ne nous opposerons pas à un confinement s'il devait avoir lieu, parce que c'est une décision difficile qui est prise. Néanmoins, on pense qu'il faut tout tenter avant les mesures de privation de liberté, puisque nous voulons donner une dernière chance à la population dunkerquoise pour ne pas être confinée. Une dernière chance avec plus de vaccination et de dépistage. Mais parmi les habitants, les opinions sont parfois plus radicales, comme Frédéric. Sa femme a été testée positive ce matin. Je pense qu'il faudrait confiner tout le monde au moins 15 jours, un confinement total. C'est la question que tous se posent. Un appel à la responsabilité serait-il suffisant ? Voilà, regardez, le masque est obligatoire, j'en ai encore croisé plein qui ne l'ont pas. Le front de mer de Dunkerque était en tout cas pris d'assaut ce mardi, alors que les vacances scolaires ne font que commencer. On voit que la stratégie des mesures ciblées localement se développe. Cela pourrait-il conduire à ce que, à l'inverse, les taux soient desserrés pour certaines régions, dans l'Ouest par exemple, où l'on reste peu touché par le virus. Michael Guilleux, Vincent Ditch et Grégoire Guisteau nous montrent, carte à l'appui, combien les situations sont différentes d'un département à l'autre. Confinement partiel dans une ville, couvre-feu dans une autre, des mesures à la carte en fonction de l'évolution du virus. Cela pourrait être la solution choisie pour s'adapter aux situations très variées en France. Dans 45 départements,
On compte moins de 150 cas pour 100 000 habitants, avec des zones en baisse comme la Gironde. 38 départements comptent entre 150 et 250 cas pour 100 000 habitants. Et 13, les plus touchés, dépassent les 250 cas, avec une forte augmentation dans le Pas-de-Calais. Comment gérer ces disparités? En Moselle, le nombre de cas est élevé, mais plutôt stable ces dernières semaines. La question d'un renforcement des mesures continue de se poser pour les élus. Ça devient très compliqué. Donc il faut trouver cet équilibre entre l'exigence en matière de sécurité sanitaire et la capacité de pouvoir continuer à vivre dans des conditions à peu près décentes. La question se pose aussi quand les cas sont en baisse, comme en Gironde. Dans les rues de Libourne, certains ne comprennent pas pourquoi les règles ne s'assouplissent pas. Je pense qu'il devrait différencier les zones, c'est certain. Avec l'arrivée de ce beau temps et du jour qui se couche un peu plus tard, peut-être que 19h serait une solution. Pour l'Agence régionale de santé, le cas par cas permettrait d'être plus efficace quand il s'agit de renforcer les restrictions. Pas question en revanche de les alléger. Aujourd'hui, par exemple, si dans des départements où l'incidence est plus faible, comme par exemple la Charente-Maritime, eh bien on disait allez, on arrête le couvre-feu, on réouvre les restaurants. Comme on sait que dans ce département, comme dans les autres, le variant se multiplie, eh bien ça ouvrirait encore plus grand la porte aux variants et derrière ça mettrait le département dans une situation beaucoup plus complexe. Pour l'instant, les Alpes-Maritimes et la Réunion sont les seuls concernés par des mesures spécifiques, une situation qui pourrait évoluer ces prochains jours. Sur les vaccins maintenant, la France s'apprête à entrer dans une nouvelle phase avec l'arrivée des doses chez les médecins généralistes. À partir d'après-demain, ce sont eux qui vont l'injecter chez les 50-64 ans présentant des comorbidités. Ce seront des doses AstraZeneca qui sont en cours de répartition. Marine Brossard et Michael Merle ont suivi leur parcours depuis l'usine jusqu'à la pharmacie. Elles arrivent enfin. Ouais, faut pas les retourner, les secouer ni rien. À l'intérieur de ces boîtes, les précieuses doses du vaccin AstraZeneca. Je pense qu'on n'est pas les seuls à les attendre. Donc cette dose-là, elle est réservée pour un médecin. Il va pouvoir vacciner 10 personnes. On va le mettre tout de suite au frigo. Donc il faut conserver le flacon en position verticale et à l'abri de la lumière. Au total, 6 flacons reçus par ce pharmacien. Il les attendait depuis une semaine. Une semaine que nous suivons leur parcours. À 6h du matin, jeudi dernier, les 550 000 doses arrivent sur le sol français, dans ce site ultra sécurisé dont le lieu doit rester secret. Exceptionnellement, nous avons pu y pénétrer. Les vaccins sont partis du Luxembourg 8 heures plus tôt, escortés par les gendarmes jusqu'à leur arrivée en chambre froide. Et à chaque minute de leur trajet, la température des flacons a été enregistrée. C'est ce qui nous confirmera si le camion a bien transporté, le transport est bien entre 2 et 8 degrés. Si cette sonde révèle que les lots ont été exposés à plus de 8 degrés, il faudra les jeter. Le transport est conforme, les produits sont conformes en température. Depuis cette plateforme, les doses sont réparties sous surveillance vers les 180 centres de répartition pharmaceutique qui maillent le territoire. C'est arrivé hier. Voilà, ils ont été mis au froid, sous clé. Ça arrive en carton. Les 10. Des flacons encore trop rares pour en livrer systématiquement 10 par officine. Alors ces équipes ont dû être formées en urgence. Elles doivent diviser le contenu des boîtes reçues et le reconditionner pour fournir chaque médecin volontaire. C'est comme si on me demandait, à partir d'une boîte de 20 comprimés, d'en distribuer que 10. C'est la même chose. Donc cette opération de déconditionnement prend beaucoup de temps et est inhabituelle pour nous. Jusqu'à demain, tous les grossistes de France travailleront à flux tendu, car l'ensemble des doses devra être disponible pour les médecins d'ici jeudi. Les vaccins AstraZeneca dont on a pu croire au début qu'ils étaient moins protecteurs que les autres, une nouvelle étude tend à montrer le contraire. Quant au Pfizer, là aussi, les dernières données sont très encourageantes sur la transmission du virus. Caroline Bell et Thierry Valta nous disent ce que l'on sait aujourd'hui sur l'efficacité de ces différents vaccins. Plus il y a de personnes vaccinées et plus l'efficacité des vaccins se précise. Lors des essais cliniques, les fabricants avaient affiché des résultats très prometteurs, en évaluant surtout l'impact de la vaccination sur les risques d'hospitalisation. En Écosse, une étude basée sur 1,5 million de personnes vaccinées montre que 4 semaines après la première injection, le vaccin de Pfizer réduit de 85% ce risque. Celui d'AstraZeneca fait encore mieux, avec 94% d'efficacité.
Il y a eu beaucoup de discussions sur cette efficacité, combien de temps elle va durer, à partir de quand elle est présente. Et donc là, ça donne des premiers résultats où on voit qu'une seule dose est efficace, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faille pas en faire deux. Autre grande question, les personnes vaccinées peuvent-elles transmettre le virus ? Chez le champion de la vaccination, Israël, plusieurs études sont très prometteuses. La plus récente, effectuée auprès de 9000 soignants vaccinés, montre que le vaccin Pfizer réduirait de plus de 89% la transmission du virus. Ces travaux doivent être confortés, mais pourraient modifier les stratégies de vaccination. Aujourd'hui, les vaccins sont réservés aux personnes les plus fragiles pour éviter les formes graves. Demain, s'ils s'avèrent aussi efficaces pour freiner la circulation du virus, il faudra sans doute vacciner plus rapidement les personnes ayant une vie sociale plus développée. Et toujours à propos de vaccins, on vient d'apprendre que le laboratoire AstraZeneca ne livrera que 90 millions de doses au deuxième trimestre au lieu des 180 millions de doses prévues. Les résultats des études dont on vient de parler, en tout cas, permettent aux personnes vaccinées de voir le bout du tunnel. 1 600 000 Français au total ont reçu leurs 2 doses. Et parmi eux, de nombreux grands-parents qui peuvent enfin retrouver leurs petits-enfants de façon presque normale. La preuve avec Emma Vincent et Antoine Janon. Naomi, 5 ans, fête une grande occasion ce soir. Oui, bravo. Parce qu'on fête le vaccin de papy. Son grand-père, Joe, 84 ans, a reçu sa 2e dose de vaccin la semaine dernière. C'est royal. Depuis, il revit. De pouvoir l'approcher, pas de masque en plus. Pour la première fois depuis des mois, Naomi pourra passer quelques jours chez ses grands-parents. Bon, on a le téléphone, on a tout ça, mais de ne pas avoir le contact charnel, c'est quelque chose d'épouvantable. C'est une punition. C'est une punition, vraiment. Voilà, c'est exactement, je confirme, c'est vraiment une punition que de voir ces petits-enfants où on a l'habitude de les serrer très fort et d'être obligé de les laisser à 2 mètres. Hein. Leur fille Sarah est soulagée de pouvoir à nouveau compter sur leur aide. C'était vraiment difficile. Difficile émotionnellement, mais difficile aussi pour la vie de femme, la vie de couple, la vie au travail. Donc là, on va normalement reprendre une vie normale. C'est extraordinaire. Sentez-elle. Pour François et Marie-Laetitia, même soulagement. Lui est médecin, elle a un facteur de comorbidité. Le vaccin leur permet de garder Victoria tous les mardis. Ah bah c'est formidable, hein. On n'a plus d'appréhension maintenant. D'autant que ces jours-ci, voir leurs petits-enfants constitue l'un des seuls moments de convivialité dans leur quotidien. On prend quand même beaucoup de précautions, on ne sort pas, on limite nos sorties à peine pour aller se ravitailler, donc on ne voit pas nos amis. Pouvoir jouer à la bataille miaou. Qui a gagné, c'est toi. Bravo. Allez. S'embrasser. Enfin sortir de l'isolement. Les personnes de plus de 75 ans devraient en principe toutes être vaccinées d'ici 4 mois. Des images qui font du bien, le retour d'une forme d'insouciance, enfin, d'autant que les journées sont belles en ce moment, exceptionnelles même, avec des températures qui ont parfois dépassé les 20 degrés. Dans le sud-ouest notamment, le bassin d'Arcachon aujourd'hui avait des airs de mois de juin. Yael Chambon et Nicolas Forestier ont rencontré des vacanciers heureux. Il nous a fallu seulement quelques minutes pour trouver des courageux. Alors, elle est comment ? Elle est un peu fraîche, hein. En février, c'est difficile. Après, c'est une habitude, hein. Moi j'aime bien l'eau fraîche. Mon dernier bain, c'est à Toussaint et les premiers bains, d'habitude, c'est avril. Donc là, c'est un peu en avance. C'est un peu en avance, oui. À part la température de l'eau et les vestes, on se croirait en plein été sur la plage d'Arcachon, avec ses pâtés de sable, ses cerfs-volants et évidemment l'incontournable pique-nique en famille ou entre amis. Sur la route, on a vu du monde et sur la plage, on le voit aussi. Tout le monde a envie de bouger, ça fait du bien. Au départ, on voulait partir plutôt dans les îles, puis finalement la montagne, puis finalement on s'est dit bon, on va rester en France. Et on est pas mal. Et on est pas mal là, hein, au soleil. Eux ont décidé de prendre le bateau. 2 heures d'expédition autour du bassin. On va voir les cabanes Chanquet, l'île aux oiseaux et ensuite on va au Cap Ferré. On va passer une journée assez sympa, je pense. Prendre le large ou une bonne glace comme au mois de juillet. C'est la première de l'année. On est venu en vacances et on ne s'attendait pas à ce qu'il fasse aussi bon en février. On était même en t-shirt sur la dune. Et des touristes, il y en a aussi beaucoup sur la dune du Pilat. Si la montée est dure,
certains utilisent des moyens originaux pour redescendre. Les montagnes en ce moment, on n'a pas trop d'accès. Là, je vous avoue que le snow, il était resté dans le fourgon un bon moment. Mais bon, c'est comme le vélo, il paraît que ça s'oublie pas. Mais attention quand même, le sable colle un peu plus que la neige. Et la meilleure façon de profiter du lieu, c'est encore de s'installer confortablement. Je pensais pas qu'il ferait aussi beau. Voilà, c'est génial, quoi. Ça fait du bien, ça remonte le moral. Ça sent le printemps. Et le plaisir pourrait bien se prolonger un peu. Demain, on attend 22 degrés sur le bassin. Effectivement, ce mercredi, ce sera même la plus belle journée de la semaine, figurez-vous. Mais ce phénomène est-il aussi exceptionnel que cela pour un mois de février? Nous avons voulu le vérifier. Mathilde Guénégan, Céla Bougriot et Guillaume Frixon ont consulté les derniers relevés. Regardez. À Clermont-Ferrand, il a fait jusqu'à 20 degrés aujourd'hui. Certains n'ont pas hésité à tomber la veste et à profiter des parcs pour faire une pause au soleil entre amis. Ça fait du bien. Ça fait plaisir, ouais. Donc du coup, on est venu pour faire un petit pique-nique et puis après, on retourne sur nos ordinateurs. Malgré ce qui se passe en ce moment, on essaye de profiter du beau temps dehors. Près de 6 degrés au-dessus des normales de saison, il a fallu ressortir les tuyaux d'arrosage. Ça donne un petit coup de pouce en attendant des jours meilleurs parce que ça, c'est pas normal pour la saison, c'est clair. Même activité jardinage du côté de Langeac en Haute-Loire, 17 degrés aujourd'hui. Si certains arbres sont déjà en fleurs, l'hiver n'est pas encore terminé. J'ai peur qu'on le paye un peu après. S'il gèle au mois de mars, ça va être terrible. Ouais. De Nancy à Gap, en passant par Cabourg et Ourtin, une météo agréable pour tout le monde. Mais attention, cela ne va pas durer. On sait que dans les 8 prochains jours, on va avoir un temps calme, ensoleillé, anticyclonique. D'où l'après-midi moins doux que ce que l'on connaît actuellement, qui est exceptionnel, mais beaucoup plus frais le matin, avec peut-être même le retour de gelée. Autant en profiter encore un peu, comme à Paris, où certains ont la chance d'être en vacances. Nous, elle est venue de Lyon du coup pour une semaine, donc on va se promener, profiter du beau temps et ouais. Petit rappel, malgré la météo, le couvre-feu est toujours fixé à 18h. Le prix des pâtes ou du pain va-t-il bientôt augmenter? En tout cas, le cours des denrées agricoles, lui, est en train de flamber, plus 25% en un an, par exemple, pour ce qui concerne le blé. Même chose à peu près pour le maïs ou encore pour le soja, un produit qui est très présent dans notre alimentation et même plus qu'on ne le pense. Cassandre Dumain, Régis René et Bruno Poiseux l'ont constaté. Voici leur grand format sur le soja. Ces graines, à première vue, vous ne les connaissez pas. Non. Vous en consommez pourtant de plus en plus. 50 000 tonnes par an sous forme de boissons, sauces, pâtes fermentées ou encore yaourts. Le soja, il est partout, même là où on ne l'attend pas. Protéines végétales de soja réhydratées, 25%. C'est un quart, donc c'est énorme, surtout dans la viande. Je suis surprise. Dans les viandes surgelées, de la protéine de soja. Dans les biscuits, de la farine de soja. Dans le chocolat, de la lécithine. Les industriels en raffolent. Pourquoi? D'où vient ce soja? Plaît-il à tout le monde? Le soja est une graine à tout faire, aussi efficace que des œufs par exemple pour faire une mayonnaise. Donc vous voyez déjà que l'eau et l'huile se mélangent pas. Alors qu'en ajoutant un composé de cette plante, sa lécithine, eau et matière grasse peuvent se mélanger en seulement quelques secondes. Ce ne sont pas les seuls effets du soja. Ces protéines, comme cette poudre blanche, sont utilisées dans la viande surgelée. Mélangées dans l'eau, elles permettent d'obtenir une texture intéressante pour les industriels. Alors, vous faites un steak haché. Si vos morceaux de viande se défont dans la poêle, vous n'êtes pas content. Il faut que ça tienne. Donc on peut le faire tenir par plein de choses. On peut le faire tenir par les protéines de la viande, qui coûtent cher. Et puis, vous pouvez le faire avec des protéines d'œufs, vous pouvez le faire avec des protéines végétales. Comme celle du soja, 2 fois moins chère. Où se fournissent les industriels? Dans votre assiette, le soja est essentiellement européen ou français. Une origine très contrôlée qui a son importance ici, dans cette usine à Rennes. Chaque minute, 90 000 jus et yaourts à base de cette plante, riche en protéines, y sont produits. Pourquoi du soja français? Alors il y a 2 raisons pour ça. D'abord pour la durabilité, puisque si on l'achète à faible distance, forcément il y a moins d'impact lié au transport. Et d'autre part parce qu'en France, comme en Europe d'ailleurs, la culture du soja OGM n'est pas autorisée. Pour faire face à cette demande croissante, le nombre d'hectares de soja a été multiplié par 4 ces 10 dernières années en France.
Problème, cette culture est difficile à développer partout. Pour avoir un peu d'expérience, ça prend entre 3 et 5 ans quand même avant de bien réussir une nouvelle culture. Et une fois qu'on a bien réussi le semis, elle pousse assez bien. Et après, avec du soleil et de l'eau, on arrive au bout du cycle sans rajouter grand-chose. Seulement 400 000 tonnes sont produites en France, alors que nous en consommons 10 fois plus. Ceux qui en ont le plus besoin, ce sont eux, les animaux que nous mangeons. Pour les nourrir, les graines viennent majoritairement du Brésil. OGM et traitées au glyphosate, il existe pourtant des solutions pour éviter ce soja importé. Dans la Sarthe, par exemple, cet éleveur donne de la févrole, tout aussi riche en protéines. Il y a plein de protéines qu'on peut réadapter ou qu'on peut retravailler, refaire des sélections de variétés qui sont adaptées à notre région. Plusieurs entreprises s'allient pour créer une filière et réimplanter ces semences oubliées de févrole ou lupin. Grâce au développement de ces cultures françaises de protéines végétales, les importations de soja ont été divisées par 2 en 15 ans. C'est une révolution à venir pour les chauffeurs de taxi. L'arrivée un jour ou l'autre des voitures autonomes. Ça existe même déjà, figurez-vous. En Chine, on peut commander une voiture sans conducteur. Enfin, pas tout à fait sans conducteur. Il y a encore des garanties pour la sécurité. Un nouveau service que Justine Jankowski et Frédéric Dufour ont pu tester à Canton. Regardez. Imaginez un monde où les voitures se conduisent toutes seules. Un volant magique, sans personne pour le contrôler. En Chine, ce monde d'après existe. À Canton, une centaine de voitures autonomes circulent déjà sur une zone pilote de 150 km². On a testé pour vous. Attachez votre ceinture. A priori, le robotaxi a tout pour séduire. 250 km d'autonomie, un véhicule intelligent qui laisse passer piétons et cyclistes. On a un peu l'impression de rouler avec quelqu'un qui vient d'avoir son permis, c'est-à-dire que la voiture va vraiment pas très vite, elle prend une grande amplitude avant de doubler et surtout elle n'oublie pas son clignotant. Avec nous, un agent de sécurité relégué au siège passager. Un œil sur la navigation, plutôt détendu. S'il y a un problème, j'ai juste à appuyer sur la pédale de frein. Et ensuite, je fais un rapport aux ingénieurs. Cette citadine d'apparence banale cache un système hyper sophistiqué. Sur le toit, une caméra à 360 degrés qui enregistre tout son environnement. En dessous, d'autres caméras frontales pour repérer de potentiels accidents. Et dans le coffre, l'intelligence artificielle qui contrôle la voiture. Derrière cette prouesse, une start-up d'à peine 3 ans. 300 employés, une armée de jeunes codeurs. Je vais vous montrer comment l'intelligence artificielle fonctionne. Dont Zhang Jian, l'ingénieur. Ça, c'est ce que la voiture voit. En rouge, les voitures, en vert, les piétons. Les premières fois, un chauffeur conduit la voiture. L'intelligence artificielle apprend de sa conduite. C'est comme un enfant qui copie ses parents, puis devient autonome. La start-up de Canton n'est pas la seule à rêver d'un monde sans chauffeur. Dans la course, Pony.ai, AutoX ou le géant des technologies Baidu s'affrontent déjà sur les routes embouteillées de Chine à grands coups de subventions d'État. Ce n'est pas de la science-fiction. À Canton, depuis 1 an, 60 000 passagers ont déjà utilisé ces véhicules. Comme Daikwei. Tous les jours pour aller travailler, il dégaine son téléphone. Pour le même prix qu'une course classique. Je commande un robotaxi. Il arrive dans une dizaine de secondes. Pour le rassurer, un écran de contrôle qui montre la route en temps réel. Et surtout, la présence obligatoire d'un agent de l'entreprise pour reprendre le contrôle à tout moment. C'est plus pratique, plus sécurisé aussi. Certains chauffeurs vont faire des détours, griller des feux, s'arrêter d'un coup, accélérer d'un coup, ça fait peur. Mais dans les rues, cette technologie divise encore. La Chine est de plus en plus performante. J'aimerais bien essayer. Oh, je ne pense pas que ce soit très sûr. Ça m'inquiète. Pourtant, plus de 90% des accidents de la route sont dus à l'erreur humaine. En Chine, comme dans le reste du monde, les fabricants de robotaxis comptent bien y remédier. Les conditions de circulation en Chine sont 30 fois plus compliquées que dans d'autres pays, comme par exemple les États-Unis. Donc je pense que si une voiture autonome peut conduire ici, elle peut conduire dans beaucoup d'autres pays. L'entreprise l'assure, aucun accident n'a été signalé.
La Chine n'a pas encore établi de législation nationale, mais se donne un objectif, favoriser la mobilité partagée en remplaçant les véhicules de particuliers par des robotaxis à l'horizon 2040. On revient en France avec, en bref, cette annonce de la ministre de l'Enseignement supérieur. Les serviettes hygiéniques et les tampons seront bientôt distribués gratuitement dans les universités. À partir de la rentrée prochaine, 1500 points de distribution seront mis en place, a précisé Frédéric Vidal. C'est un secteur qui ne souffre pas de la crise. Au contraire, il est même en plein boom. La chirurgie esthétique. Et oui, les clients profitent du masque et des confinements pour corriger ce qu'ils n'aiment pas chez eux. L'autre surprise, c'est qu'ils sont souvent jeunes, sans tabou sur la question. Elena Despaturo et Jean-Yves May ont poussé la porte d'un cabinet. Et vous, que voyez-vous dans le miroir? Il est devenu votre meilleur ami, ou plutôt ennemi. Avec le confinement et le port du masque, ça vous saute aux yeux. Mes cernes. Je veux que ça. Cernes, rides du lion ou pas de doigts, que certains ont décidé de gommer à coups de bistouri. On ne peut plus aller au restaurant, etc. Donc on a plus de temps de s'occuper de nous. Il y a quelques années en arrière, j'aurais jamais pensé le faire, mais là, je trouve ça tellement normal, c'est banal. Depuis juin, les cabinets d'esthétique enregistrent une hausse des demandes d'environ 20%. Les patients ont eu un retour sur soi, une envie de prendre soin d'eux, et puis ils ont eu le temps de se regarder dans le miroir. Dans cette clinique d'esthétique à Lille, les rendez-vous s'enchaînent. 30% d'opérations en plus depuis juin. On a une dizaine de rendez-vous du coup d'injection de Botox aujourd'hui, c'est ça? Du jamais vu. La direction pensait d'abord à un rattrapage post-confinement, mais ça ne s'arrête pas. La clinique a renforcé ses effectifs. 3 nouvelles personnes sont arrivées depuis mai. Et là, pour cette nouvelle année à venir, je pense qu'on va encore devoir recruter pas mal. Monsieur Caron. À 29 ans, Julien vient pour la première fois dans une clinique d'esthétique. Ce policier lillois travaille la nuit et veut estomper les marques de fatigue sur son visage. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Le front. Le front. Là, je vois les rides d'expression. Et elle est où la ride? Juste là. Vous la voyez pas? J'ai pas peur du miroir, mais j'ai pas envie d'en avoir peur dans 10 ans. La crise lui a permis de faire des économies pour s'offrir cette opération à 350 €. Des injections d'acide botulique, autrement dit du Botox, qui va paralyser les muscles du front. Ça va? Ouais. Ok. Moins de 5 minutes d'intervention. Rappelez-vous que l'effet, vous ne le verrez qu'entre 4 et 7 jours. Des rendez-vous comme celui-là, le docteur Bayeux en compte une trentaine par jour depuis la crise. Parmi les actes les plus demandés, le Botox, mais aussi des opérations plus lourdes, comme le lifting, facturé 4 000 €. Les liftings, les injections de lèvres, les nez, voilà, tout ce qui se cache derrière le masque et qu'on peut aussi assumer en télétravail. Cicatrices et hématomes sont ainsi cachés du regard des autres. Dans les cabinets, le profil des patients a changé. Davantage d'hommes et des jeunes, pour qui les écrans ont été un miroir déformant. Salut! Alexandre, 26 ans, est coiffeur à Angoulême. Son salon était fermé pendant le confinement. Il passait les journées sur son téléphone. On se voit en permanence, en fait. Je voyais surtout l'air fatigué, déprimé. En mai dernier, il décide de faire des injections de Botox sur le front pour 400 €. On voit beaucoup sur les réseaux sociaux de personnes qui le font et qui ne s'en cachent pas. Donc je me suis dit, pourquoi pas moi? Et je voulais sortir de ce confinement aussi en étant frais. Se faire opérer pour être plus beau dans la vie, comme sur un selfie. Souriez pour voir, c'est naturel, on voit rien, il reste quelques petites rides qui correspondent à votre âge. Cette chirurgienne plastique a été surprise du nombre de nouveaux patients de moins de 30 ans dans son cabinet. Une génération qu'il faut parfois freiner. Ils ont été beaucoup sur les écrans et se sont regardés en particulier dans les applications qui transforment le visage, ce qu'on appelle le Snapchat syndrome, avec la demande de ressembler à leur image. C'est important de bien comprendre ce qu'ils veulent et de les tempérer afin de faire coïncider leurs demandes avec quelque chose de réaliste. Aux États-Unis, en Belgique ou en Australie, les actes de chirurgie esthétique ont doublé chez les jeunes. La crise du Covid a changé notre rapport au miroir, mais elle n'a pas détruit les diktats de la beauté. Et peut-être vous offrirez-vous justement une opération de chirurgie esthétique si vous gagnez à l'euro-million. La cagnotte de ce soir atteint 210 millions €. C'est un record et ça n'ira pas plus haut, on est au maximum. Alors rêvons un peu, imaginons que vos chiffres apparaissent sur l'écran. Quelle serait votre réaction? Antoine Le Pressigou et Bruno Poiseuil sont allés vous poser la question. Forcément, on les imagine sur un yacht, dans un endroit paradisiaque, à jouer au golf, quelque part de l'autre côté de la planète. Que deviennent les très gros gagnants du loto?
Tous veulent rester anonymes, mais une gagnante, 15 millions d'euros en 2008, consent à nous répondre par email. Il faut assimiler d'avoir gagné, ça prend du temps. En l'espace de 24 heures, on passe du statut d'ouvrier au statut de très riche. Il faut garder la tête sur les épaules, on fait toujours les soldes. Et vous, imaginez si ce soir votre ticket vous rapporte 210 millions d'euros. Comment réagiriez-vous? Je sais pas, je pense que oui, on peut péter les plombs, oui. On doit être, je pense, dépassé par une somme pareille. Non, ça n'en fallera pas, hein. Pas du tout. Non, je crois que je garderai le calme, comme je suis aujourd'hui. Pour les besoins d'un livre, ce journaliste a contacté une cinquantaine de gagnants. De quoi en tirer un enseignement, la plupart gardent les pieds sur terre. Un gagnant qui avait gagné 132 millions continuait à aller manger son petit plat du jour à 10,80 € en Seine-et-Marne. Les dérapages, les pétages de plomb, c'était plutôt les années 80 quand on exhibait les gagnants. Vous vous souvenez, avec le chèque en main. Justement, voici quelques images exhumées des années 80. Je vais m'acheter une voiture, je vais m'habiller, je vais visiter, je vais ça fait un petit peu disjoncter le disjoncteur. Aujourd'hui, impensable d'organiser de telles conférences de presse, car pour vivre heureux, il faut vivre caché. C'est un choc important, donc vraiment bien réfléchir avant d'entreprendre des actions. Ensuite, c'est de bien s'entourer de professionnels, donc des experts financiers, des notaires, des personnes qui vont vous accompagner et vous entourer. Si vous avez peur de perdre pied en tirant les bons numéros, une statistique pour vous rassurer, vous avez une chance sur 139 millions de toucher le jackpot. Je ne sais pas si c'est vraiment rassurant, mais bon, après les millions, retour aux joies simples, aux valeurs de la nature, avec un périple en chien de traîneau. Vous n'êtes pas en Laponie, ni au Canada, mais dans le Vercors. Il faut 2 jours pour le traverser, avec l'aide d'un musher, évidemment. C'était le rêve de ce couple qu'ont suivi Christophe Abel et Antoine Poucry. Être seul au monde, sans pour autant voyager à des milliers de kilomètres. L'évasion, Laura et Vincent sont venus la chercher dans le Vercors, la petite Laponie française. Oh, trop mignonne, regarde. Un défi, vivre une expédition en chien de traîneau. Ça change l'aventure un peu, le rapport avec les chiens, la forêt, la nature. De pouvoir les préparer, tout ça, c'est vraiment chouette, quoi. On a l'impression que ça va être nos chiens pendant 2 jours et du coup, ils nous font confiance, tout ça. Une complicité impossible sans le travail de Sébastien. Il est musher, conducteur de traîneau. Propriétaire des chiens, il accompagne le couple et leur apprend à bien s'occuper de ces animaux. On les bottine parce que certains chiens ont les coussinets plus fragiles que d'autres. Et on a une neige qui est de mauvaise qualité, c'est-à-dire que ça fait plutôt de la glace que de la neige maintenant. Donc il faut bottiner pour pouvoir protéger les coussinets des chiens fragiles. Ouais. Les attelages s'élancent et vont parcourir près de 80 km sur 2 jours. Une immersion au cœur du massif du Vercors, entre 1300 et 2000 mètres d'altitude. Le Vercors, ce qui est génial, c'est qu'on peut avoir des crêtes, on peut avoir des plaines, des virages, il y a du dénivelé, de la forêt. En fait, on a tout ce qu'on a envie de découvrir quand on va faire du chien de traîneau, quoi. Une découverte, loin d'être de tout repos, avec des dénivelés de 800 mètres. Le couple apprend à mener un attelage de 5 chiens. Dans les montées, ils travaillent plus que nous, mais ces petites flexions à chaque fois, là, c'est bien physique. Déjà 40 km de parcouru en une journée, Laura et Vincent vont pouvoir se reposer dans ce gîte, sans eau, sans électricité. Oh, c'est bien ça. Juste un poêle pour se réchauffer et les conseils de Sébastien. Là, vous avez le traîneau en main, vous connaissez les chiens. Oui, voilà, ouais. Donc ça va être complètement différent, vous allez être beaucoup plus à l'aise, vous allez pouvoir profiter encore plus du paysage. Sébastien organise 5 à 6 raids de ce type par an, mais aussi des excursions à la demi-journée. Tout est déjà complet cette saison. Silver, Jump, Apache, Zion. Allez, venez. Pour l'aider, il peut compter sur Marie, sa compagne. Ah oui. Elle gère le chenil, d'une trentaine de chiens nordiques. Cette race, habituée aux nuits très froides, souffre quand les températures augmentent trop.
C'est le cas en ce moment, les chiens mus perdent leur poil. Là, je récupère tout le sous-poil. Donc ils le perdent naturellement, mais nous, on va les aider à le perdre en les brossant. Pas question de le gâcher. Marie récupère cette sous-couche pour en faire de la laine. D'abord, je me suis intéressée au travail de la laine des chèvres, le mohair. Et on a bien vite vu que les chiens de traîneau étaient de très bons producteurs de laine. Une fois lavée, brossée et filée, elle peut coudre des accessoires pour l'hiver. 7 heures précises. Pas besoin de réveil. L'impatience des chiens s'exprime par des hurlements, plus ou moins mélodieux. Il est temps de repartir. Vincent vit son rêve. Laura lui a offert ce cadeau pour Noël, à 475 € par personne. On commence par l'apprentissage et après c'est que du bonheur, quoi. C'est pour ça la deuxième journée, là, on maîtrise bien les montées, les descentes. C'est top, quoi. Ah, ok. Allez, chien. L'enneigement a été exceptionnel cette année dans le Vercors, idéal pour les raids. Ici, la nature est préservée, tout juste troublée par le passage des traîneaux et le souffle des chiens au milieu des grandes étendues de ce paradis blanc. Il ne manque plus que les aurores boréales pour se croire définitivement en Laponie. Allez, on revient dans le monde réel avec le 20h vous répond tous les soirs. Vos questions sélectionnées par Alexia Maillère. Bonsoir Alexia. Bonsoir. Commençons par une question qui concerne l'entreprise. Il se trouve que j'ai des collègues indélicats qui se font un peu tirer les oreilles pour porter leur masque. Qu'est-ce que je peux faire sans passer évidemment trop pour le rochon de service? Alors vous, Julien, en tant qu'employé, vous ne pouvez rien faire, mais il faut en référer à votre direction. Pourquoi? Eh bien parce que votre employeur a une obligation de santé et de sécurité au travail et il peut imposer à vos collègues de porter le masque et même les sanctionner par un avertissement, par exemple, s'ils ne le font pas. On quitte, Alexia, le boulot pour la salle de sport. On sait qu'elles sont fermées depuis le mois d'octobre, ça commence à faire long. Est-ce qu'elles peuvent refuser de me rembourser mon abonnement? Alors oui, votre salle de sport peut refuser de rembourser votre abonnement, mais elle doit obligatoirement vous proposer un avoir équivalent. Cet avoir court sur 10 mois et à l'issue de cette période, si vous n'avez pas trouvé d'accord, eh bien, votre salle de sport devra vous rembourser. Est-ce que c'est pareil pour une association sportive type club de tennis ou club de foot? Alors là non, parce que dans la plupart des cas, il s'agit d'associations et elles n'ont pas légalement l'obligation de vous rembourser. Merci beaucoup Alexia. On revient sur l'information principale de ce journal. Je vous rappelle que 2 adolescents sont morts entre hier et aujourd'hui après des affrontements entre bandes rivales dans le département de l'Essonne. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin s'est déplacé ce soir à Dourdan et il a annoncé le déploiement d'une centaine de policiers dans les communes où ont eu lieu ces rixes pour éviter de nouveaux drames. L'info, ça continue avec sur LCI un documentaire consacré ce soir à Napoléon, un règne d'exception. Rendez-vous Canal 26 et puis sur TF1 la météo avec Evelyne Delia. Demain à 13h, ce sera Jacques Legros. Je vous retrouverai pour ma part à 19h45 puis 20h pour le journal. Bonne soirée, à demain. Retrouvez toute l'info sur LCI, canal 26.